Un point économique, Bruno. Merci, Denis. Donc, ça n'a échappé à personne. L'année que nous vivons est assez exceptionnelle. À l'aune d'un portefeuille, un classique du monde de la gestion privée, le fameux 60 actions, 40 obligations, on est clairement dans une des pires années depuis 50 ans. Si ce n'est la pire, les marchés ont remonté un peu ces derniers temps. Si on avait fait le flashage il y a une quinzaine de jours, on serait clairement sur la pire année depuis 50 ans, voire depuis 100 ans. L'explication, elle est liée au fait que les deux grandes classes d'actifs qui constituent le socle des portefeuilles, à savoir les bonds et les actions, ont baissé de concert. Et vous serez peut-être étonné de voir qu'en 2007, on garde tous un souvenir assez douloureux, en tout cas les investisseurs en actions, de la crise des subprimes. Et pourtant, à ce moment-là, un portefeuille diversifié sur les obligations résistait bien, puisque les obligations ont gagné de l'argent pendant la crise des subprimes, alors que les obligations cette année, et surtout les obligations, paradoxalement, des sociétés au crédit le plus solide, ont baissé énormément, presque autant que les actions. Alors, quelle explication à cette année très, très difficile? Bon, l'année n'est pas finie, il reste un mois et demi, donc ça peut remonter. Les derniers jours nous l'ont prouvé. En tout cas, pour nous, l'explication, ce ne sont pas elle n'est pas à trouver dans les résultats des entreprises ou la médiocrité des résultats d'entreprise, puisqu'on sort tout juste du troisième trimestre, de la saison de résultats, des annonces du troisième trimestre, et force est de constater que les résultats sont plutôt bons, en tout cas 70% étaient supérieurs aux estimations. Alors en moyenne sur 5 ans c'est 77%, mais ça reste des résultats de très bonne facture malgré le ralentissement qu'on constate. Donc nous, le ralentissement macroéconomique, disons, pour nous l'explication elle porte bien sûr sur le relèvement des taux. Donc vous voyez que depuis avril, la Fed s'est surpassée, c'est le cas de le dire, puisque 75 BP, 4 fois de suite. La Fed, vous le savez, première banque centrale du monde, utilise plutôt des incréments de 25 centimes. Là, on a eu 3 fois 75 centimes, c'est absolument monumental. Et aujourd'hui, on a des taux Fed qui sont donc à 4%. Alors, bon, avec de telles hausses de taux qui sont le fait de la Fed et d'autres banques centrales, bien sûr, les conditions monétaires se sont fortement durcies, ce n'est pas totalement illogique, les marchés financiers s'ajustent. Et en l'occurrence, si on regarde aux États-Unis, donc le 2 ans US, effectivement autour de 4,35 aujourd'hui, c'est pas du tout la même histoire de se refinancer autour de 1% à court terme quand on est un État endetté comme les Américains, ou de se refinancer à 4,35. Et la dette dont on parle, c'est 137% du PIB aujourd'hui, c'était 131% en 2020, donc elle continue à monter. Donc on a une dette très forte qui monte. Quand on a une dette aussi importante, même quand on est les États-Unis, on peut être confronté à ce qu'ont connu les Anglais, à ce qu'ont connu les Britanniques à la fin de l'été, et en l'occurrence au mois de septembre, lors du très bref mandat de Liz Truss et de son chancelier de l'échiquier, Kwasi Kwarteng, qui, on a pensé à l'époque, ont fait une erreur de politique fiscale et de communication quand c'est politique, puisque là, on le voit très clairement, on a le taux de refinancement britannique à 2 ans qui, sur les marchés, effrayés par cette politique fiscale dont on avait bien compris qu'elle n'était pas financée, ont vu une déconnexion avec les taux de la Bank of England. Et en l'occurrence, il a fallu que cette Bank of England intervienne d'urgence pour acheter des obligations d'État. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui avaient des obligations d'État en mark-to-market étaient en train de souffrir absolument horriblement, et en l'occurrence, les fonds de pension étaient en danger de faillite. Voilà. Donc là, on est sur un pays, le Royaume-Uni, qui est endetté, moins endetté que les États-Unis, qui n'a pas la puissance des États-Unis, la puissance financière, la puissance industrielle, la puissance politique, aucune des puissances dont jouissent les Américains, mais quand même 118% du PIB d'endettement, eh bien c'est déjà bien suffisant pour poser un problème, et y compris à des acteurs privés qui financent en fait ce déficit. Donc la hausse des taux, ça a une certaine limite. On voit bien qu'en Angleterre, ces interventions ont permis une normalisation, ce qu'on voit depuis septembre et ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a quand même une force de rappel. Les taux
ont monté. Notre avis chez Finaltis, c'est qu'on a probablement atteint des niveaux qui sont limites, entre guillemets, et qui, en l'occurrence, ne devraient pas continuer à monter. Alors, pourquoi la hausse des taux, c'est un problème et pourquoi ça fait baisser les actions, particulièrement les actions de croissance? Voilà, alors on le lit, on l'entend partout, la hausse des taux, ça fait baisser les actions. Nous, on voulait, sans se noyer dans la théorie, expliquer la mécanique à l'œuvre, justement, pourquoi quand les taux montent, les prix des actions baissent, en tout cas de certaines actions. La première raison, c'est une loi toute simple, hein, la loi d'égalisation des rendements, c'est-à-dire l'investisseur est rationnel. Donc, quand on lui propose en septembre 2021 de placer son argent auprès du créancier le plus sûr de la planète, à savoir l'État américain, à 2 ans, bah, il a un rendement annualisé sur 2 ans de 21 centimes. Cette même proposition, en fait, lui permet de gagner 4,37 en novembre 2022. Donc, bien sûr, l'investisseur devient, pour tous ces autres placements, immobilier, private equity, tout type d'alternatives, il devient beaucoup plus exigeant. Et forcément, bah, les actions, les entreprises ne fabriquent pas du résultat non plus en claquant des doigts. Donc, une société qui a une capacité à faire croître son résultat de 5% par an, bah, si en fait elle continue à peu près sur cette séquence de création de richesse pour ses actionnaires, ça va tirer la valorisation vers le bas, puisque aujourd'hui, entre 5% rendement d'une action américaine choisie parmi tant d'autres, le différentiel avec le 2 ans US est très très bas. Donc il faudrait, pour que l'action qui se payait 20 fois en septembre 2021 se paye toujours 20 fois, bah, il faut qu'elle crée aujourd'hui plus de richesse et que la croissance de son BPA soit beaucoup plus violente. Et ce qui est à l'œuvre également, ce sont les méthodes de valorisation. Donc, pour la plupart d'entre vous, les cours de finance sont un peu lointains, mais vous vous rappellerez sans doute qu'il y a 3 méthodes de valorisation principales: la méthode des multiples et des comparables, la méthode des sommes des parties et la célèbre méthode des discounted cash flow. Donc, nous, on a bien conscience que c'est très utilisé dans le monde des analystes de banque. Néanmoins, il y a quelque chose d'un peu simplificateur et d'un peu artificiel dans le DCF. Pourquoi? Parce qu'un DCF se construit en formant des hypothèses et des hypothèses à moyen long terme qui sont très difficiles à justement former sur des entreprises. Donc, il faut avoir une vue sur l'évolution du chiffre d'affaires, il faut avoir une vue sur la profitabilité, donc la marge d'exploitation, il faut avoir une vue sur la politique d'investissement et la politique de cession. Il faut avoir une vue sur la gestion courante, donc la gestion des stocks, des délais de paiement. Tout ça vous permet de former un free cash flow, des cash flows libres, une séquence de free cash flow. Mais c'est là où interviennent les taux. Il faut actualiser cette séquence de free cash flow au coût du capital. Et le coût du capital, comme ça que chacun sait, c'est la moyenne pondérée des coûts des capitaux propres et du coût de la dette après impôt. Et vous comprenez bien que voilà, la complexité du DCF fait qu'on est quasiment sûr, en construisant un DCF, de se tromper. Donc nous, chez Finaltis, on est beaucoup plus modeste. On s'appuie on fait des hypothèses un peu plus simples, comme on va le voir sur la slide suivante. Nous, notre obsession, c'est le bas du compte de résultat. On veut avoir une croissance du bénéfice par action année après année. Donc, on ne va pas se prononcer sur ce que sera le BPA de L'Oréal en 2025, en 2028. On n'en sait rien. On pense juste que cette société a les qualités, l'innovation, le management, les barrières à entrée, etc., pour continuer à former cette magnifique séquence de BPA que vous voyez là, avec un seul accident, si on peut dire, qui est un tout petit accident pendant la crise des subprimes. L'Oréal n'a pas réussi entre 2008 et 2009 à faire croître son bénéfice par action, qui a légèrement baissé. Mais vous voyez que même pendant le subprime, même pendant la Covid, une crise énorme, L'Oréal a continué sur cette séquence et nous, on pense que ça va continuer tout simplement. Et
en fait, aujourd'hui, avec la hausse des taux, on en vient à entendre qu'il faut plus investir dans L'Oréal, il faut plus investir dans les LVMH, il faut plus investir dans les collabs. Mais en fait, il faut avoir en tête que des investisseurs investissaient sur ce type de société dans des séquences où les taux étaient beaucoup plus élevés qu'ils ne sont aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphe qui compare donc la hausse du cours de L'Oréal à l'OAT 10 ans, on pouvait gagner de l'argent sur L'Oréal en 2010, en 2011, en 2012, alors même que les taux étaient plus élevés qu'aujourd'hui. Donc nous, on pense qu'il ne faut pas perdre de vue, malgré ces soubresauts macroéconomiques, la Fed, la BCE, etc., il ne faut pas perdre de vue l'objectif numéro 1 d'un investisseur, qui est de confier son argent à des sociétés qui sont capables, année après année, de faire croître leur chiffre d'affaires et donc leurs bénéfices par action. Alors, l'effet, il est spectaculaire quand on compare les valeurs de croissance et les valeurs value, on va dire, plus cycliques. Et c'est pour ça qu'un des thèmes de ce point de marché, c'est de dire qu'aujourd'hui, peut-être que growth is the new value. Il y a beaucoup de valeurs, on va vous prendre quelques exemples, beaucoup de valeurs, à notre avis, sur des boîtes de qualité et de croissance. Alors, on va passer assez vite les exemples. Alors, chez Finaltis, on produit des fiches sur toutes les sociétés qui intègrent nos mandats ou nos portefeuilles. Ces fiches, on les tient à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous appeler. On peut, en tout cas pour les clients professionnels, vous envoyer ces éléments. Donc Dassault Systèmes, c'est une société qui peut faire la fierté de tous les Français, puisque c'est une société leader mondiale dans les logiciels de simulation. Il y a 2 très grandes boîtes de software en Europe qui sont SAP et Dassault Systèmes. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une société qui s'est imposée dans tout un tas d'industries majeures comme l'automobile ou l'aéronautique civile. Et Dassault Systèmes n'échappe pas à cette règle qui veut que les valeurs de croissance sont un peu sous pression, en tout cas leurs multiples sont sous pression pendant les périodes de hausse de taux. Donc, vous voyez que pour acheter du Dassault Systèmes en janvier, il fallait payer 50 fois les résultats. Et aujourd'hui, à 33 fois les résultats, vous pouvez acheter du Dassault Systèmes. Et la société n'a pas connu de ralentissement. Vous voyez, c'est absolument magnifique. La hausse du chiffre d'affaires depuis 2017, ça continue à progresser. On peut même dire que ça accélère, en tout cas pour l'année 2022. Et pourtant, on parle d'un titre qui s'est redressé un peu récemment, mais qui est autour de moins 40% depuis le début de l'année. Donc, ça ne nous paraît pas complètement absurde pour un investisseur rationnel d'accumuler à long terme, puisqu'on ne prévoit pas le cours de Dassault Systèmes pour les 3 semaines qui viennent, mais quelqu'un qui a du temps devant lui, ça nous paraît, selon notre analyse, ça nous paraît une bonne idée d'accumuler ce type de valeur à long terme. Autre exemple, Kering, donc là aussi, le luxe, les leaders, c'est les Français maintenant. Les Italiens nous faisaient un peu concurrence, et avec toutes les acquisitions faites par LVMH ou Kering, aujourd'hui, c'est vraiment la France qui est, c'est nos valeurs digitales à nous. Voilà, on a complètement pris ce secteur, et on doit en être fiers. Donc Kering, c'est une société qui a des très très belles croissances, un peu moins connues, un peu moins grosse que LVMH, un peu moins diversifiée, puisque Gucci, c'est toujours 57% du chiffre d'affaires, mais avec des marques très fortes qui progressent derrière. Bien sûr, des marques établies comme Saint-Laurent, mais des marques un peu moins connues qui avancent très vite, comme Bottega Veneta ou Alexander McQueen ou Stella McCartney. Voilà, il y a plein de réserves de très très belles marques chez Kering. Et là, même analyse qu'on peut voir sur le graphe suivant. Kering est une société qui est capable de donner du bénéfice par action, de la hausse de chiffre d'affaires sur la durée.
qui est plus sensible, hein, c'est pas des licences comme chez Dassault Systèmes, donc forcément en 2020 avec les magasins fermés c'est un peu plus dur, mais vous voyez que la tendance sur le chiffre d'affaires est très claire, et là où un investisseur devait débourser près de 25 fois les résultats pour acheter du Kering en début d'année, aujourd'hui on est plutôt à 16 fois, donc c'est presque value, en tout cas 16 fois aujourd'hui, c'est des valorisations qu'on constate sur la durée sur les secteurs qu'on appelle plutôt value stock. Et à tout seigneur, tout honneur, Microsoft, donc non content d'être le leader mondial du logiciel, Microsoft va avoir le plaisir de passer devant Amazon très rapidement maintenant, devenir le numéro 1 du cloud. Microsoft a un petit avantage que n'a pas Amazon, à savoir que il y a un système d'exploitation à peu près sur tous les PC de la planète qui s'appelle Microsoft Windows, et donc ça permet bien sûr de pousser les utilisateurs vers le cloud de Microsoft. Bon, là aussi, on tient à votre disposition une fiche très, très complète, beaucoup plus complète que ce que vous avez sous les yeux. Et donc, on ne va pas trop rentrer dans le business model, mais juste vous dire que là aussi, sur Microsoft, on a une séquence de chiffre d'affaires magnifique. C'est une boîte qui a profité du Covid, on peut le dire. Hein. Ça a encore accéléré la digitalisation. Donc là, aujourd'hui, on est sur Zoom. Le produit de webinaire de Teams est en train de monter en puissance. Regardez le cours de Zoom, hein, c'est assez spectaculaire, ça a perdu 90%. Et le coupable, c'est un peu Microsoft qui par sa puissance, prend d'énormes parts de marché sur ce produit comme sur plein d'autres. Et là, même raisonnement, à 25 fois les résultats. Vous pouvez acheter aujourd'hui du Microsoft, un titre qui, malgré toutes ses qualités fondamentales, a perdu 30% depuis le début de l'année. Voilà, donc pour quelqu'un qui a un peu de temps devant lui, il faut en avoir quand on investit en action. Accumuler du Microsoft ne nous paraît pas une idée complètement stupide.